Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier le laboratoire Jensen de m'avoir convié pour animer ce symposium sur le rhumatisme psoriasique. Je pense qu'il n'y a pas... Ça ne s'affiche pas? C'est bon. Bon, le rhumatisme psoriasique est un rhumatisme qui a été décrit la première fois en 1888. Théoriquement, il était décrit comme un rhumatisme moins sévère que la polyarthrite rhumatoïde, mais en réalité, c'est un rhumatisme sévère parce que c'est une cause fréquente de destruction articulaire. Pour les patients non traités, on voit très bien qu'à 2 ans, 40% de patients ils vont avoir des érosions. À 10 ans, plus que 55%, ils vont faire des déformations articulaires. Alors, non seulement sur le plan articulaire, il est cause d'handicap, mais aussi sur le plan, sur risque de mortalité, et ça, on le sait tous, parce qu'il est associé souvent à des facteurs de risque cardiovasculaire. Et en plus de l'altération de qualité de vie. Donc, il impacte la qualité de vie sur plusieurs domaines qui englobent aussi bien les aspects cliniques, donc il entrave l'activité et la participation à la vie sociale. C'est une cause fréquente de dépression. Dans 20 à 30%, les malades ils font des dépressions et cette dépression peut conduire au suicide. Donc, et également, donc, il y a le préjudice esthétique. Donc, les maladies sont dérangées quand il y a les lésions qui sont étendues, quand ça touche les régions exposées, et également cause d'handicap fonctionnel. Plusieurs outils qui permettent de mesurer la qualité de vie ont été utilisés. Actuellement, on dispose d'un nouveau outil qui est très simple, qui était établi par le LAR. Ça repose sur 12 items, donc c'est facile à remplir au cours de la consultation. Il faut s'intéresser à évaluer cette qualité de vie parce qu'elle fait également partie des objectifs thérapeutiques. Alors, il y a un petit changement du paradigme dans la classification du rhumatisme psoriasique. Donc, comme vous le connaissez, l'ancienne fameuse nébuleuse, actuellement, on a qui classe les spondyloarthropathies en ankylosante plus les autres sous-types. Actuellement, tous ces sous-types, ils font partie d'une même pathologie qui est la spondyloarthropathie, donc avec soit on parle de SPA axial, radiologique, radiographique ou non radiographique, ou bien on a la spondyloarthrite périphérique avec des manifestations extra-articulaires qui sont le psoriasis, les maladies inflammatoires intestinales et l'uvéite. Donc actuellement, il y a plusieurs experts qui ont tendance à séparer le rhumatisme pso des autres spondyloarthropathies. Effectivement, ils ont raison parce que si on le compare avec la teinte axiale, il y a des différences aussi bien que sur le plan génétique que sur le plan polymorphisme clinique et radiologique, mais jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise. Sur le plan physiopathologique, donc il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la survenue de rhumatisme psoriasique, et notamment les facteurs génétiques, le microbiote, les infections, les contraintes mécaniques comme c'est pour le psoriasis, et l'activation de l'immunité innée dans l'axe qui sont très pro-inflammatoires TH1 et TH17. Donc tous ces facteurs, ils vont contribuer à stimuler la sécrétion de cytokines, et stimuler les cellules inflammatoires qui vont conduire à la perte osseuse et à l'ostéoprolifération. Donc spécialement dans le rhumatisme pso, on a ces deux types de lésions au niveau osseux. Donc il y a aussi bien l'ostéoformation que l'ostéolyse. Alors, on a la même maladie, c'est le rhumatisme pso, mais il y a des différences. Il y a des différences qui expliquent le polymorphisme clinique et radiologique du rhumatisme pso. Donc, on a des sous-types, la même maladie, mais des malades qui vont faire beaucoup plus la teinte axiale, d'autres qui vont faire des anthésites, d'autres qui vont faire la teinte synoviale. Ça se comprend parce qu'il y a plusieurs phénotypes, plusieurs allèles qui diffèrent d'un groupe à l'autre et qui expliquent ce polymorphisme de phénotypes
Et également, donc, il y a le polymorphisme qui diffère dans ses formes cliniques des cellules de l'immunité, notamment les cellules lymphocytaires T, que ce soit les T4, les T8 et les TH helper. Alors, sur le plan cutané, donc, on a dit qu'il y a plusieurs polymorphismes. Bon, ça, vous le connaissez tous. Donc, il y a plusieurs manifestations sur la peau, y compris l'atteinte inguinale. Donc, l'atteinte inguinale, l'atteinte périanale et l'atteinte du cuir chevelu, ce sont les atteintes qui prédisposent ces patients, quand ils ont le psoriasis, à faire une atteinte articulaire et à évoluer vers le rhumatisme psoriasique. Également, ce polymorphisme, on le trouve sur le plan articulaire, sur le plan clinique. Donc, comme vous le connaissez très bien, l'atteinte la plus fréquente, c'est l'oligoarthrite asymétrique qui touche beaucoup plus les doigts et les orteils que les autres articulations. Il se distingue également le rhume pso par l'atteinte fréquente des interphalangiennes distales. La polyarthrite, quand elle est là, elle pose le diagnostic différentiel avec la polyarthrite rhumatoïde, et l'atteinte axiale par rapport à la SPA axiale, donc elle est moins fréquente, elle est de 5%. À côté de ces lésions, de ces cinq types de rhumatisme sur le plan articulaire, il y a des lésions qui sont très évocatrices, et notamment la fameuse entité radioclinique pathognomonique qui est l'onychopachydermite périostite. Les dactylites ne sont pas spécifiques au rhumatisme pso, mais quand on a une dactylite associée à un pso cutané, c'est très évocateur du diagnostic. Sur le plan radiologique, il y a des lésions également qu'on dit qu'ils sont évocatrices. Il y a des aspects radiologiques qui sont un petit peu différents de la SPA axiale, et notamment, comme vous le voyez, donc, sur le plan articulaire, sur le plan rachidien, donc, on a des syndesmophytes comme on peut les trouver également dans la SPA axiale, sauf que là, les syndesmophytes, ils sont plus larges. Quand on a une sacroïléite, donc c'est souvent une sacroïléite avec des condensations, et elle est unilatérale. Et bon, là, il y a un aspect également très évocateur, c'est les ossifications, la condensation au niveau, l'atteinte du calcanéum, l'atteinte du gros orteil avec ses images lithiques et également ses images condensantes, elle est évocatrice du rhumatisme pso. En ce qui concerne donc les critères de classification et de diagnostic, il y a une grande, au cours des années, grande évolution des critères. Donc, les premiers critères ont été décrits en 1973, où on n'avait que le pso, l'atteinte articulaire, facteur rhumatoïde absent, c'était les principaux éléments qui permettent de retenir le diagnostic. Au fur et à mesure, donc ces critères, ils se sont développés jusqu'aux critères qu'on prend jusqu'à présent, les critères CASPAR, publiés en 2010 pour retenir le diagnostic. Donc vous le connaissez très bien, je passe. Et il y a également les critères ASAS qui permettent de retenir la SPA axiale et la SPA et les spondyloarthrites périphériques. Donc, pour la prise en charge thérapeutique, actuellement, on dispose d'un arsenal thérapeutique qui est très riche, mais dans la décision thérapeutique, il faut en tenir compte de plusieurs paramètres, et notamment du phénotype clinique, des manifestations systémiques, les comorbidités et des comorbidités. Actuellement, donc, on dispose de recommandations bien établies, que ce soit les recommandations EULAR, ACR ou GRAPPA, et il y a également récemment des recommandations SFR qui ont été mises à jour en 2022. Donc, au cours de ce topo, je vais m'intéresser surtout à la place du Stelara dans la prise en charge du rhumatisme psoriasique. Donc, je ne vais pas pouvoir détailler toutes les alternatives, toutes les thérapeutiques. C'est quoi le Stelara? Donc, c'est le premier anti-IL-12, IL-23 qui a prouvé son efficacité dans le rhumatisme psoriasique avec une bonne tolérance. Il a un double mécanisme d'action. Donc, il bloque en même temps l'IL-12 et l'IL-23. Il a l'indication dans le rhumatisme pso depuis 2014. L'AMM au Maroc, il l'avait obtenu donc, en 2019, aussi bien pour le pso, le rhumatisme pso et pour les MIC.
Donc, si on revient au mécanisme d'action de Stellara, on fait un petit rappel sur l'action de l'IL-23 pour qu'on sache pourquoi c'est intéressant. On doit bloquer l'interleukine 23. Donc, c'est une cytokine qui est à l'interface entre l'immunité innée et l'immunité acquise. Si elle est sécrétée en excès, elle va permettre la différenciation des lymphocytes T en TH17. On sait très bien que les TH17, ils vont sécréter des cytokines qui sont pro-inflammatoires. Donc, on va avoir la sécrétion de l'IL-22 et la sécrétion de l'IL-17 qui jouent un rôle très important dans l'inflammation. Alors, la sécrétion de l'IL-22, elle va permettre la différenciation de la cellule mésenchymateuse, ce qui va aboutir à la différenciation des ostéoblastes. Qui dit ostéoblaste, donc on aura une ostéoformation avec formation de fusion au niveau articulaire. En parallèle, donc on aura également une sécrétion de l'IL-17 qui a pour rôle la différenciation de l'ostéoblaste via le système RONC-ligand. Donc, on aura une différenciation des ostéoclastes et on sait très bien que les ostéoclastes, ils ont un rôle dans les érosions et dans la lyse osseuse. Donc, on comprend très bien maintenant pourquoi dans le rhumatisme psoriasique, on a aussi bien les lésions lytiques que les lésions de formation. Donc, pour bloquer ce IL-23, pour bloquer ce mécanisme inflammatoire, donc, il y a actuellement cette voie intéressante, donc, qui est l'anti-IL-12, IL-23. Il y a l'ustekinumab ou Stelara qui va bloquer la P40 donc de l'IL-12 et de l'IL-23. Comme il y a d'autres molécules qui vont être sélectives, ils ne vont bloquer que l'interleukine 23. Pour l'anti-IL-12, IL-23, en bloquant les deux, donc il va intervenir aussi bien sur le profil cytokinique des TH1 et des TH17. Par l'intermédiaire, donc on va bloquer ces interleukines par l'intermédiaire de récepteurs. Ces récepteurs, ils sont disposés au niveau des surfaces cellulaires de l'immunitaire et lymphocytes T, des natural killers, et par conséquent, donc, on aura une diminution de la réponse inflammatoire. Alors, les études qui ont confirmé l'efficacité de Stelara dans le rhumatisme psoriasique, donc il y avait principalement deux études. C'était l'étude PSIMUT 1 et PSIMUT 2. Le critère de jugement principal était la réponse ACR20 à 6 mois, à 12 semaines. Et l'efficacité, il a prouvé son efficacité comparativement aux autres traitements qui ont été utilisés auparavant dans le traitement du rhumatisme psoriatique, à savoir les anti-TNF et les anti-IL-17. Donc, pour l'étude PSIMUT 1, c'est une étude qui s'est intéressée aux malades qui ont un rhumatisme psoriatique, donc sur 615 malades, étalés sur 3 bras. Cette étude, il avait comparé le bras ustekinumab ou Stelara à un placebo. Donc, et les malades étaient naïfs d'anti-TNF. Donc, ils ont pris des malades qui n'ont jamais pris d'anti-TNF. Ils étaient préalablement soit sous un INS, soit sous méthotrexate, donc, ou bien un autre CS-DMARD. Et cette étude, donc, il a bien montré l'efficacité de Stelara à la dose de 45 mg et à la dose de 90 mg. C'était principalement sur les critères de jugement principal, c'était ACR20. Et également, donc, il y avait d'autres critères secondaires, l'ACR50 et ACR70. Il y avait également d'autres critères de jugement, à savoir la progression radiologique et également la qualité de vie. Donc, cette étude également, donc, il a prouvé l'efficacité du Stelara avec ou sans méthotrexate.
Donc, sur le plan pratique, on peut utiliser cette molécule. On n'est pas obligé d'associer systématiquement le méthotrexate parce que ça a été prouvé que même sans méthotrexate, il reste efficace. Une autre chose, donc, on parle de deux doses, deux posologies, 45 mg et 90 mg. Le 90 mg, il a bien montré l'efficacité chez les patients qui ont un poids qui dépasse 100 kg. Mais pour les malades qui pèsent moins de 100, le 45 mg, il est suffisant. La deuxième étude, donc à la différence de l'étude PSUMIT 1, PSUMIT 2, il a comparé le bras des patients Stelara avec les placebos, mais cette fois-ci, les malades, ils ont été préalablement mis soit sous un SCS-DMARD ou bien sous anti-TNF. À la différence de PSUMIT 2, les malades n'étaient pas sous anti-TNF. Chez des patients qui ont un psoactif, le critère d'activité était jugé sur un nombre d'articulations douloureuses qui dépasse 5, un nombre d'articulations gonflées qui est plus de 5 et une CRP élevée. Alors cette étude également, PSUMIT 2, a montré à S24, c'est-à-dire au 6e mois, une bonne réponse sur le critère de jugement principal qui était l'ACR20. Également, donc, il s'était intéressé pour comparer l'efficacité chez les groupes avec Stelara méthotrexate ou sans méthotrexate, et ça a été bien démontré que l'efficacité est la même avec ou sans méthotrexate. Alors, concernant la réponse chez les patients, parce qu'on avait dit que cette étude PSIMI 2, elle avait pris des patients qui pourraient être préalablement sous anti-TNF. Ce qui a été démontré, ça c'est très intéressant, les patients qui n'étaient pas au préalablement sous anti-TNF, après le Stelara, la réponse elle a un petit peu dépassé les malades qui étaient préalablement sous anti-TNF. Bon, les patients qui ont montré cette efficacité, ce sont le bras placebo que vous voyez ici sous forme de carreaux, de psycharovides. Donc, les placebos, ils n'étaient pas sous Stelara, ils n'étaient pas sous anti-TNF. Après l'introduction du Stelara, donc vous voyez que sur la courbe à gauche, que l'efficacité, il a bien dépassé les patients qui ont été préalablement sous anti-TNF. Donc, aussi bien l'étude PSIMUT 1 que PSIMUT 2, ils ont bien démontré l'efficacité de ce produit sur la progression radiographique. Et ça, c'est une efficacité qui s'est étalée jusqu'à S52. Une autre étude donc, qui a permis de juger l'efficacité, de prouver, donc confirmer l'efficacité du Stelara qui était supérieure aux anti-TNF dans le rhumatisme pso, c'était l'étude Eclipsa. Donc ça a été, donc, qui a permis de voir que sur le bras UST dans les antécides, ça a dépassé un peu les anti-TNF. Alors, il se caractérise également par une longue survie. Donc, il y a un pourcentage très important de patients qui ont maintenu le traitement par Stelara. Et c'est à cause, donc, que ce soit en première ligne de thérapie, ou bien en seconde ligne, ou bien en third ligne. Donc, ceci pourrait être expliqué et par la bonne tolérance du produit et par également l'efficacité. Concernant les effets secondaires, donc comparativement aux autres traitements, que ce soit les biologiques et les non biologiques, il n'a pas été démontré une supériorité. Au contraire, il y a moins d'effets secondaires avec anti-IL-12 et IL-23 qu'avec les autres produits, avec même moins de risque de malignité. Donc cette étude également confirme le moins risque de malignité avec le Stelara. Donc c'est surtout donc, avec le méthotrexate, les anti-TNF, après une durée du traitement qui dépassait 12 mois. Donc ça n'a pas été montré une supériorité de risque de malignité. Alors si on veut revoir la place du Stelara dans les recommandations,
Donc actuellement, sur les recommandations, donc EULAR 2019, il garde une place surtout dans les atteintes périphériques après échec bien sûr d'un INS ou corticoïdes selon le besoin. Donc surtout l'atteinte périphérique, à savoir la polyarthrite, l'oligoarthrite et l'anthésite. Par contre, la place, elle n'a pas prouvé son efficacité dans l'atteinte axiale. Donc si on revoit la recommandation EULAR, devant l'arthrite périphérique avec réponse inadéquate à un conventionnel synthétique d'IMART, on doit démarrer un biologique. Et en cas d'atteinte cutanée pertinente, donc que ce soit les anti-IL-17 ou les anti-IL-12-23, ils sont préférés parce qu'ils sont plus efficaces sur ce profil de patient que les anti-TNF. Donc on peut les donner en première intention. Également, donc, il a prouvé sa place concernant les recommandations GRAPPA 2021. Alors, ces recommandations GRAPPA 2021, ils ont tenu compte non juste de l'atteinte articulaire ou de l'atteinte cutanée, mais également des comorbidités. Donc, Stelara, du même que l'anti-IL-17, ils peuvent être donnés en deuxième intention, donc après échec d'un traitement conventionnel dans l'atteinte périphérique, donc que ce soit l'anthésite ou bien la dactylite. Donc une place très importante quand il y a l'atteinte intestinale. Donc on sait très bien il n'est pas contre-indiqué. Donc même on sait très bien que dans le rhumatisme pso, on peut avoir une atteinte intestinale. Donc on peut le proposer après ou bien même avant les anti-TNF. Et dans l'uvéite, donc il n'a pas été recommandé. Donc sur le plan pratique, la dose recommandée est de 45 mg. Au début, donc S0 et S4, puis on peut passer à l'entretien, c'est facile, c'est simple, donc ça va être une injection sous-cutanée toutes les 12 semaines. À rappeler, pour les patients qui ont un poids qui dépasse 100 kg, donc ça va être la dose de 90 mg au lieu de 45. Donc pour l'entretien, c'est toutes les 12 semaines. Bon, bien sûr, comme tous les biologiques, on a besoin d'un bilan pré-thérapeutique avant d'initier le traitement, donc qui va reposer premièrement sur un interrogatoire bien déterminé, plus les examens complémentaires qu'on a l'habitude de faire avec les autres biologiques. Donc, dans le sens à la recherche d'une maladie infectieuse ou bien d'une auto-immunité. Sans oublier, donc, dans le bilan infectieux, donc, la recherche systématique d'une tuberculose latente, soit par IDR, soit par le quantiférant. Et bien sûr, on va demander des examens paracliniques en fonction de ce qu'on a de l'orientation clinique. Pour les contre-indications, donc, il y a l'hypersensibilité à la substance active et il y a également les infections actives cliniquement importantes et notamment la tuberculose. Pour les effets secondaires donc, qui ont été rapportés, sont un type d'infection, surtout les infections respiratoires. Et il y a également des affections du système immunitaire, affections psychiatriques, donc ça a été décrit des cas de dépression, ça a été même décrit des cas d'aggravation peut-être de pso, surtout quand, dans la forme érythémateuse. Donc il faut les éviter. Et les affections du système nerveux, donc ils restent peu fréquentes. Donc grosso modo, on n'a pas d'effet secondaire majeur vu par le produit. Concernant la grossesse ou l'allaitement, donc il n'est pas recommandé de traiter les malades, les patientes qui ont une grossesse qui allaitent. Et pour les femmes qui désirent la grossesse, donc une contraception, elle est recommandée jusqu'à 15 semaines après l'arrêt du Stelara. De même pour la chirurgie programmée, donc il est recommandé d'arrêter les injections 15 semaines avant. Et si on juge que le produit après 28 semaines, il est inefficace, donc il faut arrêter. Pour l'insuffisance rénale, il n'y a pas encore de données suffisantes, donc il n'est pas autorisé à partir d'une clairance moins de 60.
Il a été également démontré qu'on peut avoir des anticorps neutralisants. Normalement, c'est un anticorps monoclonal humain, on ne doit pas avoir beaucoup d'anticorps, mais ils peuvent exister, qui diminuent un petit peu et qui peuvent diminuer un petit peu l'efficacité du produit. Donc, en conclusion, on peut dire que le Stelara est venu pour enrichir l'arsenal thérapeutique du rhumatisme pso. Il trouve sa place parce qu'il inhibe un axe qui a un rôle très important dans les phénomènes inflammatoires. Il peut être utilisé soit seul, soit en association avec le méthotrexate dans le rhumatisme pso-actif après échec d'un CS-DMARD. Il est plus, comme on l'avait vu sur l'étude, donc il est plus efficace chez les patients naïfs aux anti-TNF et il est indiqué en première ligne si on a un pso sévère et il peut être également prescrit chez les patients qui ont des problèmes digestifs. Il n'est pas contre-indiqué, au contraire, il est très efficace du moment qu'il a également l'AMM dans les MICI. Avec une bonne tolérance, moins d'effets secondaires, y compris donc, le risque minime de cancer. Donc avant de vous remercier, donc juste pour vous dire qu'on a quelques malades, on vient de commencer avec ce traitement, donc dans différentes indications, en espérant avoir au service notre propre expérience. Je vous remercie.